Dans cette vidéo, on va voir comment effectuer une authentification à travers une activité Android, sachant que l'utilisateur en cause existe dans une base de données externe MySQL. Donc, ici, vous allez trouver le code nécessaire pour notre travail dans ce tutoriel-là. L'URL de ce tutoriel va être fourni dans la description de la vidéo. Donc, tout d'abord, nous devons créer une base de données. Donc, ici, j'utilise le logiciel Example qui contient Apache et MySQL. Donc, MySQL et Apache sont bien démarrés. Donc, je vais aller à l'administration de MySQL. Donc, ici, j'ai créé déjà une base de données qui s'appelle Login Manager. Donc, au niveau de Login Manager, je vais créer une table. Donc, je vais copier le code à partir de l'URL de ce tutoriel-là. Donc, voilà, c'est la structure de la table. Donc, je vais copier ça. Copier, voilà. Donc, ici, au niveau de Login Manager, je vais choisir SQL ici et je vais coller ce code-là et j'exécute. Voilà, la table user a été créée avec succès. Donc, cette table contient un ID, un nom, un prénom, un mail et un mot de passe. Donc, les paramètres d'authentification ici pour l'utilisateur sont le mail et le mot de passe. Donc, je vais insérer un utilisateur ici. Donc, par exemple, le nom, le prénom, le mail. Par exemple, admin@admin.com. Le mot de passe ici, je vais choisir par exemple localhost. Attention, normalement, lorsqu'on travaille avec des mots de passe, il faut effectuer un chiffrement sur ces colonnes-là, avec PHP bien sûr. Mais ici, ce n'est pas le but de ce tutoriel-là. Donc, je vais exécuter. Donc, j'ai créé un utilisateur au niveau de ma table. Il est temps maintenant de passer à la partie serveur. Donc, je dois aller dans le dossier Example. Ici, c'est le dossier Example. Sous le dossier htdocs, ici, je dois créer une nouvelle, ou plutôt un nouveau dossier. Je vais le nommer par exemple Login. Au niveau de ce dossier-là, je vais héberger tous mes web services concernant ce tutoriel-là. Donc, la première chose à faire est de créer un fichier de connexion qui me permet de se connecter à la base. Vous allez trouver le code disponible dans le tutoriel. Donc, db-connect.php. Donc, je vais expliquer comment ce code a été créé. Donc, edit with notepad. Donc, voilà. Donc, vous pouvez trouver le code, comme j'ai dit, ici au niveau du tutoriel. Donc, c'est le code de dbconnect.php. Donc, je vais le créer moi-même. Donc, la première chose à faire est de se connecter au serveur de base de données. Donc, pour ce faire, il faut utiliser la méthode MySQL eConnect. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle de la connection, par exemple. Au niveau de $connection, je vais mettre le résultat de la connexion avec MySQL eConnect. Voilà. MySQL eConnect prend trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom du serveur de base de données. Dans notre cas, c'est le localhost. Le deuxième paramètre ici, c'est l'utilisateur. Par défaut, lorsqu'on installe WAMP ou Example ou EasyPHP, et si on garde les choses par défaut, cet outil crée un utilisateur qui s'appelle root. Et cet utilisateur-là ne possède pas un mot de passe par défaut.
Le troisième paramètre est consacré pour le mot de passe. Ici, nous avons dit que route ne possède pas de mot de passe. Donc ici, je mets une chaîne vide. Voilà. J'ai effectué la connexion. Normalement, ici, je dois effectuer un test pour savoir si la connexion a été bien établie ou non. Donc, c'est pour cette raison, nous avons fait ce bloc if là. Donc, je vais le copier puis le coller ici. Donc, if not $connection, alors afficher cette erreur. Il est temps maintenant d'effectuer la connexion à la base de données qui existe dans ce serveur là. Donc, ceci s'effectue à travers la méthode mysqli-select-db. Donc, ici, je dois créer une variable pour qu'elle reçoive le résultat de mes SQLi-select-db. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je l'ai nommé select-db-select. Donc, je vais copier ce bloc-là pour ne pas perdre le temps et je vais le coller ici. Voilà, donc, MySQLi-select-db, le premier paramètre, c'est la variable de connexion. Le deuxième paramètre, c'est le nom de la base de données. J'ai bien dit le nom de la base de données et non pas le nom de la table. Donc, le nom de la base de données, dans notre cas ici, c'est Login Manager. Donc, je vais copier Login Manager pour ne pas commettre d'erreur. CTRL-C. Et ici, CTRL-V. Voilà. J'enregistre. J'ai créé déjà le fichier qui permet de se connecter au serveur et puis à la base. Il est temps maintenant de passer à un nouveau fichier. C'est le fichier avec lequel je vais effectuer le check ou la vérification du mail et du mot de passe envoyé par l'utilisateur à la base pour vérifier si cette combinaison existe vraiment. Donc, je vais créer un nouveau document texte. Je vais le nommer login. Je vais modifier l'extension .php. Je clique sur Entrée. Voilà, Edit with Notepad. Donc, maintenant, il est temps de développer notre RESTful Web Service. C'est un web service de type REST. Il va fournir un résultat sous format JSON par la suite. Le résultat JSON sera consommé par l'application Android par la suite, à travers notre code Java. Donc, ici, je dois taper le code de ce web service là. Donc, la première chose à faire est d'inclure le fichier dbconnect au niveau de ce fichier là. Donc, include en minuscule. Donc, entre parenthèses, db-connect.php. La deuxième chose à faire est de créer un tableau qu'on va nommer $response. Ce tableau-là va avoir par la suite le résultat affiché sous format JSON. Donc, il s'agit d'un tableau. Donc, égal array. Maintenant, il est temps de vérifier si l'utilisateur, ou plutôt si l'application cliente, a envoyé un mail et un mot de passe. Donc, ceci s'effectue en vérifiant si nous avons reçu un mail et un mot de passe à travers l'une des méthodes d'envoi du protocole HTTP, c'est-à-dire GET ou POST. Donc, normalement, ceci doit s'effectuer avec la méthode POST pour des buts de sécurité ou pour des raisons de sécurité. Mais maintenant, et pour des buts de test et de vérification, je vais utiliser au départ GET pour pouvoir tester mon web service à travers le navigateur. Par la suite, on va changer le GET par POST. Une fois, nous vérifions que le web service fonctionne correctement. Donc, ici, pour vérifier si nous avons reçu un mail à travers GET, on utilise la fonction iset. Donc, if iset, entre parenthèses, $-get. Donc, par exemple, mail. On ferme le iset et
I7, on ouvre les parenthèses, $-bas, get de passe. Ici, on ferme les parenthèses de if. Il est temps maintenant d'ouvrir ce bloc if. Par la suite, de faire un bloc else. Donc, au niveau du bloc if, si nous avons vraiment reçu un mail et un mot de passe, donc, il vaut mieux créer des variables pour mettre les valeurs reçues. Donc, $mail, il va recevoir $get mail. Et par exemple, $pass est égal $get pass. Point virgule. Maintenant, il est temps d'exécuter la requête. Ceci s'effectue à travers la méthode MySQLi query. Donc, $rec est égal MySQLi-bas query entre parenthèses. Donc, le premier paramètre au niveau de MySQLi query, c'est le paramètre de connexion. C'est $connection. Donc, copier ici, coller, virgule. Le deuxième paramètre, c'est une chaîne de caractères et il représente notre requête. Dans ce cas-là, c'est une requête select. Donc, select étoile from user where. Donc, ici, nous avons un mail et un mot de passe. Donc, mail est égal. Voilà. Donc, entre ces deux codes, je vais mettre $mail. And la même chose pour pass. Pass est égal entre deux cotes. Ici, je vais mettre $pass. Donc, en cas où cette combinaison de $mail et pass existe réellement dans la base de données, dans ce cas-là, $rec va contenir une seule ligne. Et tant que $rec contient une seule ligne, cela veut dire que l'authentification a été effectuée avec succès. Donc, dans ce cas-là, il faut vérifier si $rec contient au moins ou contient une ligne. Donc, ceci s'effectue à travers la méthode MySQLi-bas num-bas rows de $rec. If MySQLi-bas num rows de $rec supérieur à 0. Cela veut dire que l'authentification a été effectuée avec succès. Dans ce cas-là, je vais créer une case au niveau de $response qu'on va nommer success. Donc, il manque un C ici, success. Voilà. Tant qu'il s'agit d'un cas de succès, donc $response de success va prendre 1. Je vais créer aussi une autre case qu'on va nommer message est égal une chaîne de caractères ici. Par exemple, login done successfully. Point virgule. Dans le cas de succès, nous avons rempli notre table. Il suffit maintenant de l'afficher sous format JSON. Donc, on fait echo. Par la suite, JSON encode. On utilise la fonction JSON encode. Et comme paramètre, on va mettre $response. Donc, on va afficher notre tableau de résultats de response sous format JSON. C'est pour le cas de succès. Ici, nous avons normalement un cas d'erreur, en cas où la combinaison est erronée. Donc, ici, il faut concevoir un bloc else. Donc, else, on ouvre la collade et on la ferme. Donc, je vais copier ce bloc-là, je vais le coller ici. Donc, ici, success ne va plus prendre 1, mais plutôt 0. Et ici, on va dire
Par exemple, no user with this email or password. Donc, il nous reste aussi un cas d'erreur en cas où le client ne nous a pas envoyé un mail au mot de passe. Donc, CTRL V, ici, 0. Et le message d'erreur, ici, c'est required field is missing. On enregistre. Il est temps maintenant de tester ce web service là. Donc ici, on vérifie que la patch est bien démarrée. Donc ici, je vais choisir localhost. Donc mon dossier qui existe sous htdocs s'appelle login. Donc localhost/login. Entrée. Voilà, c'est le login.php. Automatiquement, il va m'afficher SAX 0, message required field is missing. Et c'est tout à fait normal. Nous n'avons rien envoyé à présent. Donc, tant que nous avons utilisé le get, on peut tester ça avec le navigateur. Donc, point d'interrogation. Donc, ici, je dois envoyer un mail. Et le mot mail doit être comme celle-là, qui existe à l'intérieur de get. Donc, je vais la copier, CTRL-C. Ici, CTRL-V est égal. L'utilisateur que nous avons créé au niveau de notre base possède ce mail, admin@admin.com. Donc admin@admin.com et pass est égal localhost entrée. Voilà, success prend 1. Message login done successfully. Je vais donner un mot de passe erroné. Localhost i par exemple, entrée. Voilà, success 0. Message no user with this email or password. Normalement, le web service fonctionne correctement. Il est temps maintenant de mettre post au lieu de get pour des buts de sécurité. Donc ici, post. Ici, post. Ici, post. Et ici, post. J'enregistre. Il est temps maintenant de passer à la partie Android. Nous avons terminé la partie serveur. Donc j'ai créé un nouveau projet qui s'appelle Login Manager. Il contient un empty activity. Donc la première chose à faire consiste à créer l'interface graphique. Donc activity-main.xml. Ici j'ai une constraint layout. Donc je vais transformer ce constraint layout en linear layout vertical. Donc linear layout, apply. Linear layout, convert orientation to vertical. Je vais supprimer ce texte view. Par la suite, ici, je vais faire drag and drop d'un edit text de type email. Voilà. Je vais mettre aussi un autre edit text de type password. Et finalement, je vais faire un drag and drop pour un bouton. Button. Voilà. Maintenant, il est temps de changer les ID des éléments. Donc, je sélectionne le premier edit text. Je vais utiliser mail minuscule comme ID. Ici, de préférence, je dois mettre un hint. Donc, pour que l'utilisateur puisse comprendre, il doit taper quoi là-bas. Donc, on passe maintenant au deuxième edit text. Donc, je vais choisir l'ID pass. De la même manière, je vais mettre un hint ici. Par exemple, password. Entrée. Donc, le bouton, le texte doit être modifié, c'est pas button. Par exemple, je vais le nommer login.
il faut changer l'ID. Par exemple, login, entrée. Voilà, nous avons terminé notre interface graphique. Il est temps maintenant de passer à la partie Java. Donc, ici, je dois créer deux edit textes. Donc, edit texte, voilà. Donc, j'ai un mail et un mot de passe. Donc, je vais les nommer mail et passe. Et j'ai aussi un bouton. Donc, B majuscule, button. Je vais choisir button, B, par exemple. Au niveau de l'OnCreate, je dois faire les find view by ID sous cette content view. Donc, mail est égal find view by ID r.id.mail, point virgule. Par la suite, pass est égal find view by ID r.id.pass, point virgule. Il reste le bouton B est égal find view by ID r.id.login. Voilà, point virgule. Je vais préparer le on-click du bouton là, B.set on-click listener, espace, new, espace, grand O. Voilà. Maintenant, il est temps de développer le code d'un async task. Donc, ici, je vais quitter le onCreate, mais je ne quitte pas la classe. Et je vais créer une nouvelle classe qui s'appelle, par exemple, log. Cette classe doit hériter de l'async task. Donc, extends async task. L'async task permet d'exécuter des threads en background. Donc, notre activité contient par défaut un UI thread, User Interface Thread. Donc, normalement, pour consommer le web service, ceci doit s'effectuer avec un thread. Mais ce thread-là ne doit pas s'exécuter dans le UI thread. Cela va causer un crash ou un conflit. Donc, pour éviter ce problème, il faut créer ce qu'on appelle un async task qui permet d'exécuter le thread qui va consommer le web service en background. Donc, cela va permettre un parallélisme de thread sans causer de crash. Donc, le thread qui va consommer le web service va être exécuté en background ou en arrière-plan de manière que ceci ne va pas causer de problème pour le UI thread. Donc, ici, extends async task, je dois taper string, virgule, string, virgule, string. Donc, j'ouvre l'accolade, je fais l'accolade de cette classe, il m'affiche une erreur, il a raison, je dois implémenter la méthode doInBackground de la classe async-task. Donc, je clique sur l'erreur, j'ouvre la lampe rouge, je clique sur Implement Methods. Ok, voilà, c'est la méthode doInBackground. Ici, il faut faire attention. Au niveau de la méthode doInBackground, il faut juste exécuter le thread. Il faut juste exécuter le thread. Il ne faut rien mettre, comme par exemple une boîte de dialogue ou un affichage. Ceci va causer un crash. Donc, si vous avez quelque chose à afficher, donc ceci, vous devez le faire avant d'entrer à la méthode doInBackground ou après la fin de l'exécution de doInBackground. Donc, ceci doit se faire dans ce qu'on appelle la méthode onPre-execute ou la méthode onPost-execute. Donc, après l'exécution de thread, il y a onPost. Et avant l'exécution de thread, il y a onPre. Et lors de l'exécution de thread, il y a doInBackground. Donc, normalement, l'exécution de thread va prendre un peu de temps. Cela va causer une latence. Et lors de ce temps-là, l'utilisateur ne doit pas avoir un écran bloqué. Mais on doit lui afficher une chose pour lui demander de patienter. Donc, ceci doit s'effectuer avec ce qu'on appelle
un progress dialog. Donc ici, comme variable globale, je vais créer une variable de type progress dialog. Je vais la nommer dialog, point virgule. Donc, maintenant, au niveau de onPre-execute, au niveau de la méthode onPre-execute, je vais instancier ce progress dialog là. Donc, dialog est égal new progress dialog. Et comme paramètre, je dois mettre le contexte qui est mainActivity.this. MainActivity.this. Voilà. Je peux afficher un message dans cette boîte de dialogue là à travers dialog.setMessage. Ici, par exemple, patientez s'il vous plaît. Et il suffit de l'afficher maintenant. Dialog.show. Donc, avant l'exécution de thread, ce progress dialog va commencer à s'afficher. Lors de l'exécution de thread, il va rester en affichage. Et il faut l'arrêter juste après la fin de l'exécution de thread. Donc ici, en post-execute, une fois l'exécution de thread est terminée, il faut arrêter cette boîte de dialogue à travers dialog.cancel. Voilà. Il est temps maintenant de s'intéresser à l'exécution de notre thread qui va consommer le web service. Donc, ici, je vais avoir besoin d'une classe externe. Cette classe existe au niveau du tutoriel suivant. Elle s'appelle JSON-Parser. Voilà, c'est la classe suivante, JSON-Parser. Donc, je vais copier son nom. Copier. Ici, je vais créer une nouvelle classe au niveau de mon projet. Donc, clic droit, New. Je vais choisir Java Class. Donc, comme bon, je vais faire coller, je vais choisir classe, deux clics. Voilà. Donc, c'est la classe JSON-Parser. Je vais copier son code. Donc, je vais copier son code en entier. Voilà. Donc, j'ai terminé. Copier. Ici, il faut supprimer ça. Il faut garder le nom du paquetage et il faut faire coller. Voilà. J'ai copié tout le code de cette classe-là. Donc, la classe JSON-Parser contient une méthode qui s'appelle makeHTTPRequest. C'est la méthode qu'on va utiliser au niveau de nos activités. La méthode makeHTTPRequest permet de retourner le résultat du web service. Donc, notre web service affiche ceci en cas de succès et en cas d'échec. Ceci s'appelle JSON-Object. Ce qui est sélectionné en bleu s'appelle JSON-Object. Donc, la méthode makeHTTPRequest, comme vous pouvez le voir ici, est de type JSON-Object, c'est-à-dire elle doit avoir JSON-Object comme type de retour. Donc la méthode suivante prend l'URL du web service, la méthode que nous avons utilisée, il s'agit de getOPost, et un HMAP dans lequel on va insérer les valeurs à envoyer à ce web service là. Donc ici au niveau de notre activité, mainActivity.java, et ici au niveau de doInBackground, je vais utiliser cette méthode là qui s'appelle makeHTTPRequest. La méthode makeHTTPRequest existe dans une classe qui s'appelle JSON-Parser. Donc ici au niveau de mon activité, je dois instancier la classe JSON-Parser pour pouvoir utiliser les méthodes qui existent là-bas. Donc JSON-Parser, je vais la nommer parser par exemple égale new JSON-Parser. Point virgule. Donc ici au niveau de doInBackground, je vais utiliser la méthode makeHTTPRequest. Et je vais mettre le résultat de makeHTTPRequest dans un JSON-Object. Donc, je dois créer une variable de type JSON-Object. Je vais la nommer Object.
Donc, object est égal parser.make_http_request. Donc, ici, je dois mettre le premier paramètre qui est l'URL. Donc, l'URL ici, donc, bien sûr, sans ces paramètres-là, il faut juste mettre l'URL. C'est l'URL suivant. Copier. Ici, je vais mettre coller. Voilà. Attention, il ne faut jamais garder localhost. Tant qu'on va tester notre application sur l'Android Virtual Device d'Android Studio, donc on doit mettre 10.0.2.2. Voilà. Donc, le deuxième paramètre ici, c'est la méthode que nous avons utilisée pour envoyer les paramètres. Donc, pour le test, nous avons utilisé get, puis nous avons changé le get par post. Donc, la méthode ici, c'est post et non pas get. Donc, ici, c'est post. Virgule, il reste un troisième paramètre qui est le hmap. Au niveau de cette hmap-là, il faut envoyer les valeurs que nous voulons envoyer à notre web service, qui sont le login, qui est dans notre cas le mail, et le mot de passe. Donc ici, il faut créer un hmap. Donc voilà. L'hmap doit être de type string. On va le nommer par exemple map est égal new hmap. Point virgule. Voilà. Donc, cet hmap qui s'appelle map va être rempli par le mail et le mot de passe. Ceci doit s'effectuer à travers la méthode put. Map.put. Donc, put prend deux paramètres. Le premier paramètre s'appelle clé. Le deuxième paramètre s'appelle valeur. La clé ici doit être identique à ce que nous avons mis ici. Au niveau du poste, au niveau de notre web service. Donc, à l'intérieur du poste, j'ai utilisé le mot-clé mail. Donc, le client doit envoyer la valeur avec le même mot-clé. Donc, je copie mail ici. Ici, je vais la coller. Donc, le mail, normalement, existe au niveau du premier web service. Il existe au niveau du premier edit texte que nous avons nommé mail. Donc, ici, on utilise mail, l'edit text mail, point getText, point toString, point virgule. Donc, la même chose pour le pass. Donc, map.put. Il faut utiliser la même clé que nous avons utilisée au niveau du web service. C'est pass. Voilà. Donc, ici, je dois utiliser pass. Point virgule. L'edit texte qui contient le mot de passe s'appelle pass. Pass.getText. Point toString. Voilà. Donc, je viens de terminer le remplissage de cet hmap-là. Il est temps de le mettre ici comme troisième paramètre dans la méthode make_http_request. Donc, map. Voilà. Donc, normalement, le résultat du web service suivant est mis au niveau de object maintenant. Donc, tant que make_http_request retourne le résultat du web service là. Donc, comment savoir si l'authentification a été effectuée avec succès? Ceci, on peut le savoir si devant success, on trouve 1. Dans ce cas-là, il y a 0. Donc, si on trouve devant success 1, cela veut dire que l'authentification a été effectuée avec succès. Donc, je dois récupérer ce qui existe devant success. Donc ici, au niveau de mon activité, je vais créer un entier qui va récupérer ce qui existe devant success. Je vais le nommer success, par exemple, point virgule. Voilà. Ici, au niveau de JSON_object, qui s'appelle object, je vais récupérer ce qui existe devant success. Donc, success, c'est l'entier que nous venons de créer maintenant. Il va prendre quoi? Il va prendre ce qui existe devant success. Ceci, on va le récupérer à travers object. Donc, object.getInt, et entre deux parenthèses comme paramètre, je vais mettre ce mot-clé là, success. Voilà. Point virgule. Donc ici, il m'affiche une erreur. Il veut un bloc try catch. Donc je clique sur l'erreur.
il m'affiche une lampe rouge. Je choisis Surround with Try Catch. Voilà. Donc, j'ai bien dit qu'au niveau de la méthode make HTTP request, et au niveau de la méthode plutôt do in background, il ne faut jamais effectuer une tâche d'affichage. Ceci doit s'effectuer au niveau de en pré-execute ou en post-execute. Maintenant, je veux afficher à l'utilisateur le résultat de son authentification. L'authentification est effectuée avec succès en cas où cette variable-là prend 1. Donc, je vais tester ça ici au niveau de en post-execute. Donc, if success égale à 1. Ce n'est plus une affectation maintenant, mais plutôt une égalité. Dans ce cas-là, cela signifie que l'authentification a été effectuée avec succès. Donc, je vais afficher un alert dialog. Donc, alert dialog.build. Je vais la nommer alert est égal à new alert dialog.builder. Entre parenthèses, il faut mettre le contexte. Notre contexte, c'est mainActivity.vcc. Donc, la variable s'appelle alert, alert.setMessage. Looking down successfully. Voilà. Alert.setNeutralButton. Donc, ici, OK. Ici, comme action, je vais y mettre nul. Point virgule, il faut afficher cette alerte. Donc, alerte.show. Voilà. Je dois concevoir un bloc else aussi. Donc, pour ne pas perdre le temps, je vais copier ce bloc, je vais le coller. Donc, ici, il faut changer le message. Login done successfully. Dans ce cas-là, ce n'est pas login done successfully, mais plutôt no user with this email or password. Voilà. Ça y est, nous avons terminé le code de notre async task qui s'appelle log. Il est temps maintenant de l'exécuter au niveau de notre méthode onCreate. Donc, l'authentification doit s'effectuer lorsque l'utilisateur appuie sur ce bouton B. Donc, au niveau de l'on-clic de ce bouton-là, il faut créer une nouvelle instance de log et il faut l'exécuter. Ceci s'effectue à travers new log, qui est notre classe qui hérite de async task, point execute. Je vais exécuter cet async task-là à travers la méthode .execute. Voilà. Avant de passer à l'exécution, il ne faut jamais oublier d'ajouter la permission Internet ici. Users permission, android.permission.internet. Voilà. Et en même temps, au niveau des propriétés de la balise application. Ici, c'est-à-dire, il y a une propriété à ajouter. Voilà, c'est la propriété Android.UsesClearTextTraffic. Android.UsesClearTextTraffic égale à true. Donc, voilà, égale à true. Donc, au niveau de la balise application, au niveau de ses propriétés. Voilà, on peut maintenant tester notre application. Donc, je vais exécuter, donc je vais choisir un émulateur, par exemple l'émulateur suivant, et je vais faire run. Il faut attendre un peu maintenant, parce que l'émulateur prend du temps pour démarrer. Starting AVD, voilà, vous pouvez l'apercevoir ici.
Ça va prendre un peu de temps maintenant. Il faut patienter.
Donc voici notre activité. Donc ici, je vais insérer le mail de l'utilisateur qui existe déjà. En minuscule. Donc c'est admin at Je vais insérer un login en mot de passe erroné. On va voir le résultat. No user with this email or password. OK. Donc, je vais rendre les choses plus simples. Donc, je vais enlever le at, par exemple, ici, juste pour début de test. Non, par exemple, admin. Donc, ici, c'est localhost. Donc, login done successfully. OK. Donc, si on retourne ici, si on modifie le mail, donc le mail va être comme il le doit, donc admin@admin.com. On va tester. Maintenant, si j'effectue l'authentification, il va m'afficher un message d'erreur. No user with this email or password. Donc, ici, je vais utiliser @admin. Voilà, login done successfully. OK. Donc voilà, c'est la fin de ce